Pendant cette période, on avait chacun un pass et on était contrôlé à chaque établissement dans lequel on allait. On allait boire un pot, on était contrôlé. On allait manger au restaurant, on était contrôlé. On allait dans un musée, on était contrôlé avec le pass. Et finalement, j'ai l'impression que les gens aimaient ça. De se contrôler. Ouais. Wow. J'ai l'imprestion que les gens aimaient ça. Les gens aimaient ça parce qu'il y avait un petit côté sécurité. Et j'ai l'impression, Romain, que finalement, on aime ce type de... Enfin, on aime, quand je dis on, c'est la majorité des gens. Il y a un biais humain, en tout cas. Il y a un biais humain, quoi. Ouf, je suis contrôlé, j'ai rien à me reprocher, donc tout va bien. Bienvenue sur Nexus, on reçoit aujourd'hui un photographe engagé et courageux surtout qui ose aller sur des sujets que les autres n'osent pas aborder. Il ne lèche pas les bottes du politique, il ne mâche pas ses mots, donc forcément c'est le genre de personne ou d'artiste que vous ne verrez pas sur les médias subventionnés comme on dit souvent. J'ai le plaisir de parler avec Didier Cocatrix, photographe dont l'œuvre témoigne de l'empreinte de la philosophie. On va pouvoir parler de nombreux sujets de société ensemble. Bonjour Didier. Comment vas-tu ? Bonjour Romain. Est-ce qu'on peut se tutoyer dans cet entretien ? Bien entendu. Allons-y. Quel est ton regard sur la société aujourd'hui ? Et je crois que tu voulais commencer par un hommage. Bien entendu, parce que tout à l'heure, en coulisses, tu me posais la question à savoir qu'est-ce que la photographie contemporaine par rapport à notre société. Et j'aimerais bien rendre un hommage appuyé, mais lointain, hélas, à une jeune photographe palestinienne qui photographiait à Gaza, qui avait 22 ans ou 23 ans, qui s'appelait Fatima Assouna, et qui a été, on va dire, tuée par un bombardement israélien avec toute sa famille à Gaza. C'est une jeune fille remarquable, parce qu'en fait, elle documentait au jour le jour la vie des gens qui étaient à Gaza. Elle donnait des cours aux jeunes enfants de Gaza et son témoignage était essentiel. Et d'ailleurs, le Festival de Cannes lui a rendu un hommage appuyé avec un film fait sur elle. Mais vraiment, moi j'ai été personnellement ému par ce drame, parce qu'en fait, dans le monde de la photographie, il y a énormément de métiers, mais énormément de métiers. Ça va du photographe publicitaire au photographe qui fait du culinaire, enfin bon, il y a énormément de métiers, mais mon admiration va vraiment à ces femmes et ces hommes qui vont sur le terrain et qui documentent au prix de leur vie les guerres, les conflits, et d'ailleurs il y en a énormément qui se sont tués. Je pense qu'à Gaza, j'ai eu une information il n'y a pas longtemps, il y a plus de 300 journalistes, je crois que le chiffre est vrai, 300 journalistes qui ont été tués depuis le conflit avec les Israéliens. Donc ce type de photographie, moi je la porte dans mon cœur, parce que c'est elle qui porte la liberté d'expression et qui va sur le terrain, je le répète, trouver les images pour informer et pour nous livrer une part de la vérité. Et toi, donc en France, on a la chance d'être isolé des conflits, des guerres directement, mais tu vas quand même sur le terrain. On montrera des images tout à l'heure où, en manifestation, tu étais dans le feu de l'action. Bon, alors c'est vrai que ça n'a rien à voir de photographier une manifestation. Cependant, j'aime beaucoup les photos de terrain, parce que c'est un face-à-face avec la réalité, avec j'appelle ça le chaos brut de la réalité, la matière brute de la réalité, parce qu'on est face à face à des mouvements humains qui sont là, et avec notre appareil photo, eh bien, on essaye si tu veux, de faire en sorte de raconter une histoire et de faire en sorte que ce qu'on photographie porte un sens, raconte le sujet d'une manière élégante,
d'une manière esthétique, mais aussi d'une manière, on va dire, avec du sens, avec quelque chose aussi à raconter. Donc j'aime beaucoup, en fait, faire de l'incursion dans des situations comme celle-là, parce que c'est à la fois jouissif, parce que c'est la réalité brute, et la problématique, c'est de faire en sorte que l'image raconte quelque chose, elle soit forte, elle soit différenciable par rapport à d'autres. Donc c'est un enjeu, je le répète, à la fois esthétique et à la fois, on va dire, philosophique. Ton travail concerne souvent les sujets de société, et on va le montrer dans de nombreux exemples qu'on a pris. Tu parles beaucoup de philosophie et qui ramène beaucoup à la place de l'être humain dans la société. Quel est ton regard sur la société française aujourd'hui ? Ou peut-être mondial, parce que ça s'inscrit dans un contexte. Ouais, on va commencer par la société française. Commençons petit. Commençons national. En fait, pour tout vous avouer, auditeurs de Nexus, c'est que, en fait, ma transformation, on va dire, a commencé à partir du moment où je me suis interrogé pendant la période de Covid. Il faut bien le dire, et où j'ai pris mon appareil photo pour aller documenter toutes les manifestations qui luttaient contre le pass sanitaire. Avant, tu étais... Comment tu te décrivais avant ? Avant, c'est vrai qu'il y a deux périodes dans ma vie, et avant, j'étais un photographe, on va dire, sérieux, compétent, qui travaillait, et qui travaille encore pour des grands groupes, on va dire, industriels ou autres, et qui adore faire ce travail, mais qui n'avait pas eu l'occasion de tester sa faculté de résistance et de dire non à quelque chose qui lui semblait inacceptable. Alors tu étais plus dans un monde moins résistant, moins rebelle. Moins rebelle, oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu, j'ai toujours été un petit peu, on va dire, rebelle dans mon âme, durant les études et après, mais c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était finalement d'être compétent, de faire du bon job, de faire plaisir à mes commanditaires et finalement de nourrir ma famille. Mais cette cassure, c'est pas une cassure, c'est presque une révolution, on va dire, dans ma façon ou dans ma vision du monde. Cette initiative que j'ai prise d'aller à la rencontre de ces gens qui disaient non, qui disaient non, on ne veut pas, on n'accepte pas ces mesures discriminantes, a changé mon regard sur le monde. Et donc, si tu veux, à partir du moment où tu te poses cette question, tu vas à l'information. Tu dis, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de m'informer davantage, et donc tu considères les choses d'une façon très différente. Donc, si tu veux, alors je ne sais plus la question que tu me posais auparavant. Oh bah non, mais je te demandais d'où tu venais justement, à quel moment tu en es venu avoir ce regard sur la société. Ouais, c'est aussi, c'est en partie en fait grâce à ces événements relativement récents. Ou alors c'était trop par rapport à ce que tu vivais avant. Tu sentais moins la pression politique et qu'est-ce qu'il y a? Ça a été un tournant, c'est ça que tu me dis. Oui, c'était un réel tournant. Et c'est là où je me suis mis si tu veux, à lire davantage de livres, on va dire, sur le sujet, à me documenter, à essayer de voir comment, à mon niveau, je peux apporter quelque chose. Je peux contribuer, si tu veux, si tu veux, à apporter des éléments de compréhension peut-être du monde. Quelle lecture t'as le plus passionné Moi, j'ai un livre alors il y a des livres de philosophie. Alors, il y a un livre qui a été déterminant, c'est un livre de Philippe Meuret. Je l'ai ici. Alors, le titre, c'est L'Empire du bien, il est urgent de le saboter. D'ailleurs, ça a été si tu veux, l'inspirateur de mon livre Controverse, chronique d'un désaccord, parce que Philippe Meuret, si tu veux, qui est parti en 2006, avait fait un roman où en fait il disait finalement que sous le prétexte du bien, on peut faire n'importe quoi.
C'est-à-dire il fallait simplement dire aux gens, c'est pour votre bien, et on pouvait finalement laisser passer énormément de choses que les gens acceptaient parce que c'était pour le bien, pour le bien. Et dans leur communication, ils disaient que c'était pour une bonne action. Voilà, exactement. On va mettre de la sécurité puisqu'il y a du terrorisme, etc. Ouais, exactement. En fait, à chaque mesure correspondait une incitation du bien. Donc, c'est lui le premier en fait qui a mis le doigt sur cette stratégie politique. Et si tu veux, ça a été pour moi un élément, on va dire, déterminant dans la recherche photographique et dans la production de ce livre, dont je suis fier, qui s'appelle, je le répète, Controverse, chronique d'un désaccord, qui est en fait un coup de gueule, mais vraiment esthétique et politique. On va voir des photos politiques sur cette période. Bon, donc voilà. Et donc, pour résumer justement dans cette quête-là et dans cette découverte finalement de ces pressions politiques que tu dénonces, quel est le cœur du problème pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te choque le plus alors ? Et qu'est-ce qui t'a choqué au point de te dire, bon, maintenant il faut se battre, peut-être contre le politique actuel ? Comment tu abordes les choses ? Je pense que, en fait, le danger, c'est pour les années qui viennent. Moi, j'ai un peu peur, en fait, d'une société où sévit l'hyper-contrôle de chaque individu. Pour moi, c'est le danger extrême. C'est que, en fait, avec des outils de communication hyper sophistiqués, on en arrive, en fait, à contrôler chaque parcelle de ta vie pour extorquer énormément d'informations. Comment dire qu'on appelle ça le contrôle au faciès, c'est-à-dire la reconnaissance faciale numérique. Pour moi, c'est le symbole même d'une société qui, à la chinoise, qui utilise des outils numériques pour pouvoir en fait contrôler la totalité de sa population. Moi, ça me fait peur. Ça me fait réellement peur. Tout à l'heure, on parlait de Huxley avec Le meilleur des mondes, où finalement... Aldous Huxley, où finalement, en fait, les gens, en fait, sont, on va dire, anesthésiés par la notion de plaisir, parce que plus tu leur donnes à consommer du plaisir, et plus finalement ils vont ne pas lever la tête pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'on va probablement vers une société où finalement la notion de plaisir va supplanter la notion de dissidence, de critique de la société, d'autocritique, de liberté de pensée, de liberté de parole, avoir du prêt-à-penser au lieu de nous donner les arguments pour pouvoir penser par nous-mêmes. Donc ça, si tu veux, pour moi, c'est problématique. Surtout en direction des jeunes qui, finalement, sont les garants, en fait, de nos futures sociétés. Qui sont, en fait, c'est eux qui sont les porteurs d'espoir. Et quand je vois certains d'entre eux, on va dire, un peu bloqués sur leur smartphone, bon, c'est vrai que c'est une litote de dire ça, et c'est peut-être trop facile à dire, mais j'ai un peu peur de foncer tout droit vers cette société de l'hyper-contrôle, sans qu'il y ait de réaction, on va dire, vive et efficace contre ça. Alors, regardons directement quelques extraits, justement, que Lazare, à la Réal, peut nous afficher. Donc, on a là un premier extrait, tu en as parlé de Controverse, c'est un de tes ouvrages. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours des petites phrases de philosophie en dessous de tes... Oui, t'as du mal à les voir d'ici, mais t'inquiète, je vais les lire, il n'y a pas de souci. Il y a toujours de la philosophie juste en dessous des controverses. Là, on a abus d'ordre contre abus de désordre. L'image est belle. Alors oui, ça me fait penser en fait à Orange Mécanique, parce que le fruit qui a juste en bas au pied des deux forces de l'ordre, c'est une orange en fait. Oui. Donc en fait cette photo a été prise pendant une manifestation, je crois que c'était une manifestation des Gilets jaunes, et effectivement
quand on voit la masse des forces de l'ordre accumulées pour en fait protéger ou résorber tout excès de manifestation, tu ne peux qu'être saisi par ce déploiement de force, quoi. Et donc, il y a une image qui est un petit peu avant que tu vas passer. C'est. Alors, je ne sais pas si j'ai celle-là tout de suite, juste un peu avant. C'est laquelle ? En fait, c'est quand une jeune fille qui a un vêtement rouge empêche des gilets jaunes de mettre le feu à des cageots. Il y a des tas de cageots parce que le marché du matin n'avait pas été déblayé par la mairie de Paris. C'est un petit peu avant, on en avait parlé tout à l'heure, c'est pas ça du tout. Non, mais je suis pas sûr. En fait, je on l'a pas prise. Donc bon, c'est pas grave, je vais la commenter. Je vais la commenter directement en fait. Ah si, elle est passée. Romain, elle est pas. Non, vas-y, toc, vas-y. Celle-ci ? Non, vas-y. Encore. Voilà, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. C'était ici. En fait, cette image-là a été prise juste avant ou juste après, je ne me rappelle plus. Et en fait, je vais raconter un peu son contexte. Je me promenais avec cette jeune femme et un copain, et qui est architecte du reste, et on s'est aperçu qu'il y avait un groupe de gilets jaunes, en fait, dont on n'a rien contre les gilets jaunes, évidemment, on est plutôt pour, en profiter pour mettre le feu, en fait, à des montagnes de cageots. Et ma copine s'est précipitée en disant mais arrêtez les mecs. C'est elle en rouge ? Ouais. Elle s'appelle Aurélie d'ailleurs. Mais arrêtez quand même parce que c'est pas ça quoi. C'est pas de cette manière-là que vous allez vous faire entendre. Bon, c'est pas en brûlant des cageots sur le trottoir qu'on va adhérer à votre problématique, à vos problèmes quoi, à vos revendications. Et là, il y a eu quasiment, c'était très chaud quoi, parce que les mecs là qu'on voit, ils étaient prêts à en découdre. Et donc, on est intervenu un peu en disant, bon, on se calme un peu. Et c'est pour ça que est venue cette idée de abus de désordre par rapport à abus d'ordre. C'est-à-dire que je pense que la violence... Tu parles de la phrase, on ne l'a pas lu, c'est saccager pour s'exprimer, raccord ou pas d'accord. Ah non, voilà, pardon. C'est un peu ça, quoi. En fait, les deux phrases sont contiguës. Okay. Et finalement, l'observation que je fais, c'est que l'hyperviolence ne conduit à rien. Bon, c'est ma conviction, quoi. L'hyperviolence ne conduit à rien, et l'hyperviolence policière ne conduit à rien non plus. On a vécu en fait des contrastes insensés, d'un côté comme de l'autre, et ils sont tous restés sur des mauvais souvenirs. Mais là, il faut comprendre, les Gilets jaunes, pour y avoir été, que tu as une accumulation justement de violence physique, symbolique, verbale de la part de policiers, et que derrière les Gilets jaunes, pour beaucoup, alors il y a aussi des Black Blocs qui étaient investis, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu une création de la violence aussi, pour contextualiser sur ce que tu dis, quoi. Absolument, oui, non, moi je l'ai vécu aussi, hein. Moi j'ai été aussi agressé par des policiers. Bon, j'ai pas insisté, j'ai pas voulu en fait en découdre également, parce que c'était pas mon objet, hein. Moi j'étais là comme simplement observateur, mais effectivement tu as raison, hein, il y avait une surenchère de la part des forces de l'ordre qui était inacceptable, ça c'est sûr, hein. Là, c'est ce qui t'intéresse là-dessus, c'est qu'on voit justement un désaccord qui est entre ceux qui ont un besoin de sortir la violence qu'ils reçoivent, qu'ils encaissent d'abord et qui ont envie de la rejeter, et d'autres qui disent attention, on entend cette violence, mais ça n'est pas la direction à prendre pour l'instant. C'est ça que tu me dis. Mais c'est absolument ça, ouais. C'est absolument ça. Bon, c'est deux publics différents finalement, hein. Il y a des ultras qui veulent en découdre, et puis d'autres qui réfléchissent un peu à la démarche à suivre pour pouvoir mieux se faire entendre. Bon. Tout à fait. C'est deux options différentes. Alors, deuxième image que j'aime beaucoup, il y a celle-là où on voit ce mégaphone. Il y a beaucoup d'informations dessus. Il y a le mégaphone avec c'était un tract, j'imagine, contre le pass sanitaire à l'époque, puisque le livre était sorti en plein pass sanitaire, si je ne me trompe pas. Il est sorti un petit peu après. Un petit peu après. Parce qu'en fait, il est sorti juste au moment où commençait en fait la guerre en Ukraine et les premières manifestations contre la guerre en Ukraine. Il y a une dernière image à la fin du livre, je ne sais pas si tu as vu, il y avait en fait la première manifestation, il y avait beaucoup d'Ukrainiens d'ailleurs, parisiens, qui manifestaient contre la guerre en Ukraine. Et donc à ce moment-là, ma dernière photo a été prise à ce moment-là, et après j'ai édité le livre.
Bon. Et là, effectivement, bon. Pourquoi c'était important, justement? Il y a quand même beaucoup d'images autour du pass sanitaire dans ce livre. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là? En fait, le pass sanitaire, c'est la plus grosse discrimination qu'on ait connue depuis ces 4 dernières années, quoi. Mais c'était insensé. En fait, il a créé, en fait... Même depuis plusieurs décennies. Qu'on n'avait pas connu une telle discrimination. Mais évidemment. Et moi, j'en veux un petit peu, finalement... Bon, un petit peu moins maintenant, mais quand même, quand je refais un peu l'histoire, aux gens qui acceptaient le pass sanitaire, qui étaient si tu veux, des complices indirects de ce type de procédure. Parce que moi, j'ai vécu, même dans ma famille, des gens qui disaient non, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Nous, on peut passer n'importe où. C'est aux autres de faire en sorte d'avoir le pass et donc d'aller finalement se faire vacciner. Donc, cette discrimination était légitimée par le pouvoir, on va dire, politique. Et tout le monde s'en contentait. Tout le monde obéissait. Et c'est à cette... époque, je me suis dit quand même que ce pays a une faculté énorme à l'obéissance. Oui, quand même. Parce qu'en fait, tu pouvais être super capé, super intelligent, super intellectuel, enfin bon, et tu acceptais finalement ce genre de choses. Parfois, j'ai pas compris, quoi. Il y avait une telle... parfois une telle... je dirais pas une telle haine envers ceux qui n'acceptaient pas le pass, mais une telle une telle réprobation qu'il fallait vraiment en parler, quoi. Mais vraiment, il fallait en parler et il fallait appuyer sur le sujet. Il y a une autre image qui correspond à ça. C'est en fait, on était les gens qui refusaient le pass étaient ostracisés. Ils étaient presque... c'était l'image du comment dire, j'ai pas le mot, c'était l'image du... c'était des... En fait, c'était des... je trouve pas le mot, c'était des... Il faudrait que tu coupes, là. Comment tu voudrais dire? Il y a une image qui correspond à ça, parce que c'est un jeune garçon qui a un masque sur son visage. Il a un masque, si tu veux, de bête féroce. Oui, donc, attends, j'ai retrouvé, je crois. C'est cette image, je ne l'avais pas prise dans le fichier. Ouais, mais cette image, elle est extraordinaire parce que c'est pour répondre à ta question, en fait. Bon finalement. ou méchant, pur ou impur, égoïste ou altruiste, activé ou désactivé, in ou off, rouge ou noir, nuance existentielle ou fracture irréparable. Ben évidemment. Parce qu'en fait, pendant cette période, finalement, il y avait... Quand on parle de fracture irréparable, c'est quasiment ça, quoi. On se fracturait même parmi les membres de notre famille. Donc, cette image, c'est un masque, on va dire, de clown... de clown pas sympathique. Pas sympathique du tout. Mais c'est une image... C'est cet enfant qui porte ce masque. Mais il a bien raison de le porter. Et en plus, il agite des drapeaux tricolores. Donc, il y a un double sens. C'est-à-dire que j'appartiens à la nation... Mais je suis blacklisté. Mais on me considère comme un démon. On me considère comme le diable. C'est le terme que je voulais utiliser. Donc, cette image, elle est forte pour ça, quoi. Si tu veux, c'est ce double sens. J'appartiens à un pays qui, normalement, me veut du bien et qui est là pour me protéger. Or, par cette insidieuse discrimination, on me traite d'animal et on me traite de diable. C'était ça le but de cette photo. Et à côté, finalement, alors on est un peu en spontané, mais à côté, en fait, autoritarisme, l'option du faible. C'est vrai que j'ai beaucoup photographié les forces de l'ordre dans leur si tu veux, dans leur gesticulation. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir en fait cet incroyable déploiement d'hommes, de forces de l'ordre. Et il y a une image que tu aimes bien, c'est parce qu'en fait, avant, on les appelait gardiens de la paix. Et je vais essayer de la retrouver. Voilà, maintenant, on les appelle les forces de l'ordre. J'ai un copain... Voilà, exactement. Ah, vas-y, continue, je la retrouve tranquillou.
C'est vrai qu'à une époque, on les appelle gardiens de la paix. Moi, quand j'étais petit, c'était gardien de la paix. Exactement. C'est marrant, c'est depuis les Gilets jaunes qu'on n'a plus le droit de les appeler gardiens de la paix. Maintenant, c'est force de l'ordre. Voilà. Et un de mes copains. Voilà, exactement. Ça, c'est l'image qui raconte ça. Parce qu'il y a marqué en dessous, force de l'ordre. Et un de mes potes qui faisait parfois les manifestations avec moi, le père était gardien de la paix. Bon. Et le jour où, en fait, on a changé en force de l'ordre, son père a dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas nous appeler les forces de l'ordre. On n'est pas là pour ça. On est là pour garantir la sécurité de chacun. Et cette transformation des fonctions, si tu veux, dans l'imaginaire collectif, c'est très important, quoi. C'est absolument, on va dire, c'est fort quand même. Ça en dit beaucoup. Et puis ça ramène à cet extrait où Emmanuel Macron disait maintenant ce qu'il nous faut, c'est de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Oui, voilà, 1 de l'ordre, 2 de l'ordre, 3 de l'ordre. Oui, voilà, bon. Complètement. Moi je dirais 1 de la bienveillance, 2 de la bienveillance, 3 de la bienveillance, quoi. Bon. Exactement. Alors, on a d'autres. Et donc là, pour finir sur l'image sur laquelle on a dérivé, mais c'était intéressant, tu as marqué une démocratie qui invente un pass discriminatoire. Donc c'était au moment du pass sanitaire, mais ça évoque aussi l'euro numérique avec le pass numérique, peut-être. Ah bah, bien sûr. Ou le pass écologique vert, le pass vert avec la crise environnementale. Et on en parlera tout à l'heure. Toi, tu as un avis intéressant sur cette question. Une démocratie qui invente un pass discriminatoire protège-t-elle la démocratie? Et là, on voit ce point qui déforme justement le QR code. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai utilisé ce point levé qui est un standard. C'est une icône des révolutionnaires. Bon, le point levé, c'est dans toutes les révolutions. Et bon, c'est un symbole fort. Et j'ai voulu en fait lui associer l'image du passe qui est déchiré pour bien marquer les esprits. C'est pas une image qui est forte en tant que telle, mais elle utilise en fait un référent qui est tellement, on va dire, connu qu'on ne peut que regarder cette image en lisant la petite phrase qui est en bas, parce que c'est vrai que je considère que... C'est pour cette phrase que je l'ai mis. Mais oui, parce que moi aussi, en fait, je trouve la phrase plus importante que le visuel, parce qu'elle raconte, en fait, le fait que notre bien commun, c'est pas la sécurité, c'est la démocratie, c'est la liberté. C'est ça, le bien commun. Et il faut le protéger au maximum. Or, c'était pas forcément le cas, puisqu'on mettait la sécurité bien avant, bien au-dessus de la liberté à cette époque. Et puis encore maintenant. Donc, et sûrement maintenant encore. Donc, c'est cette image qui raconte un petit peu ça, quoi. Passionnant. Alors on a encore plein d'images, on va essayer de faire un petit peu plus court pour enchaîner. Ouais, bien sûr. Mais c'est parce qu'il y a des très belles images. Là, on avait ça pendant le pass sanitaire, j'aimais beaucoup. Le pass sanitaire pendant les Jeux Olympiques l'année dernière, où il y avait justement ces grilles qui... il y avait des zones où on n'avait pas le droit d'accéder si on n'avait pas nos billets ou des places. Alors, faut que je te raconte un truc quand même, parce que moi, je suis passionné de photographie urbaine. Okay. Et j'ai en fait bataillé pour pouvoir en fait accéder pendant les Jeux Olympiques à tous les sites de transformation, de construction des sites à Paris. Okay. Bon, tu voulais accéder au chantier. Ouais, pour accéder au chantier, parce que d'abord j'aime bien ça. Et il y avait une telle transformation urbaine que ça en était extrêmement photogénique. C'était extraordinairement intéressant d'aller voir sur place comment Paris se transformait. Et donc j'ai sillonné pendant des jours en fait tous les chantiers, mais évidemment, vous vous rappelez tous qu'à cette époque, on avait cloisonné tous les chantiers, interdit d'accès à tous les Parisiens et grillagé toutes les rues adjacentes au site des JO pour finalement interdire aux riverains toutes les zones qu'on disait sensible. Bon. Et donc Paris était, tout le monde s'en souvient, était recouvert de grilles. Et moi j'ai vu des scènes incroyables où des personnes, parce qu'il y avait des checkpoints tous les 200 mètres, des personnes pleuraient, allaient voir les gendarmes et pleuraient devant les gendarmes parce qu'ils ne pouvaient pas revenir chez eux, quoi. Simplement pour des questions de sécurité.
sécurité, bon, c'est vrai qu'il y avait un gendarme tous les 100 mètres, donc et on pouvait laisser son vélo et le reprendre le soir, effectivement. Il n'y avait pas énormément de risque de se faire piquer. Mais cette ambiance de Paris, presque cette ambiance de prison, pour moi, si tu veux, c'était aussi un sujet dans le sujet. Et là, cette image, elle raconte elle raconte ça, quoi. Toutes les terrasses de café étaient entourées de grilles. Et un jour, j'ai pris mon café devant une grille, comme ça. Là, t'es vraiment très proche de la grille, là. C'était un univers carcéral. Bon. Et là aussi, si tu veux, c'est un peu mon côté, on va dire, rebelle qui refait surface. C'est qu'en fait, bah oui, mais pourquoi tout ça, quoi ? Pourquoi tout ça ? Mais pourquoi enlaidir une ville à ce point pour des questions de sécurité, mais peut-être pas que. Je me pose la question. Il y avait peut-être autre chose à faire, je sais pas, mais c'était horrible. Il y avait tous les. Je voyais des restaurateurs qui pleuraient parce qu'ils n'avaient plus personne, quoi. Plus personne n'osait sortir, de peur de ne pas rentrer. Parce que bon, on ne savait pas comment revenir chez soi, revenir à l'hôtel. Les touristes étaient désemparés. Et cette période, on n'a pas été vraiment très documentée parce que bon, il y avait très peu de journalistes qui suivaient le truc. Ils étaient tous sur les projets des JO en tant que tels. Moi, je me suis permis en fait de documenter ce problème, cette réalité à travers des images. Bon. Celle-là avec la petite fille. Et ça c'est intéressant parce que en fait tout était filtré. C'est-à-dire que en fait ils avaient d'ailleurs c'était à la fois beau et terrifiant. Tous les chantiers étaient tapissés de grilles, elles-mêmes en fait recouvertes d'une bâche transparente. Et cette jeune fille en fait est arrivée. Et sa maman qui était un petit peu à côté. Et en fait, elle regardait finalement le chantier se construire, se finaliser à travers ce filtre bleu, avec les anneaux olympiques. Et je trouve cette photo très, très émouvante. Parce qu'en fait, elle raconte un petit peu. Elle raconte un peu, si tu veux, toutes les émotions et toutes les sensations vécues pendant cette période où personne ne pouvait finalement regarder librement ce qui se passait derrière. Il fallait ouvrir son œil et regarder par le trou de la serrure pour voir ce qui se passait. Et pour moi, c'était un Paris un peu triste, un peu triste, un peu dramatique. Alors que normalement c'était la fête. Alors que c'était la fête. Alors la fête, ça a été après, probablement. Touristique. Mais oui, voilà. Bon, donc c'est une vision des choses que j'ai documentée à travers ce travail. Bon, oui, voilà, c'était intéressant ça. Et en revenant sur Controverse, il y a aussi, il faudra que je montre le livre celui sur les ZFE. Ouais. Mais là, celui-là, tout à l'heure, tu en as parlé, tu disais, on est trop souvent pris dans nos smartphones. Ouais, en fait, on est dans. Alors là, c'est l'idée de l'autocontrôle. Donc là, on voit, ils ont des menottes, pour ceux qui voient mal. Ouais, alors ça, on va dire, j'en parle comme ça, c'est presque une métaphore visuelle, en fait. Donc, c'est deux personnes qui s'autocontrôlent, en fait, qui autocontrôlent leur passe. Parce que je sais pas, mais pendant cette période, on avait chacun un passe, et on était contrôlé à chaque établissement dans lequel on allait boire un pot, on était contrôlé, on allait manger au restaurant, on était contrôlé, on allait dans un musée, on était contrôlé avec le pass. Et finalement, j'ai l'impression que les gens aimaient ça. De se contrôler. Ouais. Wow. J'ai l'impression que les gens aimaient ça. Les gens aimaient ça parce qu'il y avait un petit côté sécurité. Et j'ai l'impression, Romain, que finalement, on aime ce type de. Enfin, on aime, quand je dis on, c'est la majorité peut-être des gens. Il y a un biais humain, en tout cas. Il y a un biais humain, quoi. Ouf, je suis contrôlé, j'ai rien à me reprocher, donc tout va bien. Et c'était un peu ça pendant cette époque, quoi. C'était, voilà, je montre mon passe, il me donne mon laissez-passer. Je vais bien, tout va bien. Pas de problème. Bon.
C'est des fois avec le numérique apporte une forme de surveillance. Genre, si on retourne dans les siècles jusqu'à la fin du XXe siècle, tu prends toute l'histoire des civilisations jusqu'au XIXe siècle, les gens qui se surveillaient, si quelqu'un te surveillait, l'État te surveillait, c'était directement un officier qui te regardait. Que là, le numérique qui te regarde, c'est beaucoup plus insidieux. Tu te rends pas vraiment compte. C'est 1984, comme on en parlait hors micro. Tu as parlé de Aldous Huxley où tu as ça. Cette surveillance numérique, les gens n'ont pas l'impression que ça arrive. C'est tout comme mettre ces données en ligne et les gens te disent « j'ai rien à cacher ». Mais à la fin, si je te demande tiens, Didier, peux-tu me donner tes lettres d'impôt? Peux-tu me donner ton relevé de ci, de ça? Peux-tu me montrer tes comptes, etc. bancaires? À la fin, tu vas me dire, Romain, ça sert à rien. Ouais, t'exagères un peu, quoi. Sauf que l'État exagère et on s'en rend pas compte. Absolument. Oui. C'est-à-dire qu'on est tous à la merci des gens qui peuvent avoir des informations sur nous et qui peuvent s'en servir. Le jour où ils voudront s'en servir, ils peuvent s'en servir. Hein? Alors, c'est vrai que l'argument de dire non, mais j'ai rien à me reprocher, bon, c'est peut-être valable. Mais le jour où, en fait, effectivement, arrive un pépin et que les choses s'inversent, on ne peut rien faire, quoi. Et donc, il faudrait que, finalement, chacun donne son autorisation pour pouvoir faire en sorte que ces données soient, on va dire, vérifiables. Ce serait ça la solution, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est justement pour ça où tu dis « je contrôle, tu me contrôles, so friendly ou tant maudit ». Ouais, exactement. C'est intéressant comme philosophie. Ouais. C'est le plaisir de l'autocontrôle. Le plaisir de l'autocontrôle. Mais tu sais qu'en fait, sans rigoler, quand tu as... moi, je vois des personnes, en fait, ils ont des montres connectées et ils font faire du sport, par exemple. Et quand ils font du sport, ils contrôlent leur, on va dire, leur temps, leur pouls, leur durée. Ça, c'est déjà un pas dans l'autocontrôle. C'est-à-dire que c'est déjà un pas vers je me contrôle, tout va bien, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu mets déjà un pied dans une acceptation indirecte d'être contrôlé. Oui, vas-y, pardon, j'étais en train de préparer les autres photographies. D'être contrôlé par des gens qui pourraient se servir de tes informations pour éventuellement pour te faire un peu de mal, quoi. Exactement. Alors, on peut enchaîner. Il y a aussi ce livre sur les ZFE, donc les zones à faibles émissions, qui étaient en fait des zones pour vous n'avez plus le droit de circuler si votre voiture est trop vieille et donc et donc selon le gouvernement trop polluant, ce qui est encore un sujet à débat, et donc qui a été annulé pour le moment. Il y a des craintes que cela puisse revenir. Toi, en tout cas, tu as fait tout un livre pour dire finalement l'écologie politique n'est pas du tout un souci de l'environnement. La cause politique, la cause environnementale et la cause écologisme, c'est-à-dire cette croyance politique sur résoudre l'écologie, est totalement différente. Là, on voit l'écologie fédère, l'écologisme tyrannise. Ouais, alors, mon attention là-dessus, c'était simple, en fait, parce que c'est vrai que l'écologie, c'est la plus belle des batailles. Bon, l'écologie. Hein. La planète. La planète. Voilà. Bon, c'est vrai que la planète, on y habite, on est locataire, et elle ne nous appartient pas. Elle appartient à l'espace, elle appartient à la galaxie. Et donc, on est simplement locataire. Et le truc, c'est d'en prendre soin pour bien vivre sur cette planète. Ça, c'est bien. Ça, c'est un combat qui est juste et qui porte. Par contre, l'écologisme, alors tous les mots en isme, moi, ça me fait frissonner. Et c'est pour ça que j'ai en fait la différence entre écologie et écologisme. L'écologisme, en fait, c'est une idéologie au service du politique. En fait, elle force à faire des choses sous couvert, toujours, du bien commun. Et là, le bien commun, vous inquiétez pas, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de morts à cause des voitures, parce que la voiture tue. Bon, on va vous offrir un monde meilleur, mais en attendant, on va vous imposer des trucs que vous n'aimez pas. Bon, c'est ça l'écologisme. C'est du terrorisme caché, selon moi. Hein. Bon. Et donc j'ai fait une différence entre l'écologie, qui est un combat, on va dire,
un beau combat, et l'écologisme qui est une idéologie politique. Et donc j'ai utilisé en fait comme registre visuel des voitures qui sont des modèles réduits, si tu veux, parce qu'en fait, parfois c'est intéressant d'utiliser. Ce que tu as photographié là. Oui, exactement. Réduit. Parce que c'est pas violent, c'est pas agressif comme style d'image, comme esthétique d'image, parce que en fait, parce qu'on a chaque enfant, oui, c'est un truc pour les enfants, quoi. C'est des jouets pour les enfants. Par contre, je les ai scénarisés de telle façon que ça puisse, on va dire, correspondre au contraste entre l'écologie et l'écologisme. Alors si on peut lire une phrase, c'est par exemple ici sur ce visuel, donc c'est un cadenas avec une voiture isolée à l'intérieur. Donc l'écologie rassemble, c'est sa fonction. Elle devrait fédérer autour d'elle, évidemment, on est tous d'accord pour que la planète puisse être vivante. Et pour sauvegarder la nature près de chez soi. Pour sauvegarder la nature, pour sauvegarder les animaux, pour sauvegarder la faune et pour sauvegarder notre futur. Bon. Et à côté, je mets l'écologisme discrimine. Évidemment, puisque si tu interdis l'entrée des grandes villes et des services à, on va dire, 30 à 50% de la population qui ne peut pas acheter de voitures neuves ou de voitures électriques, de fait, tu fais comme disait Alexandre Jardin, tu fais un tri. Tu fais un tri sélectif dans la population. Donc, cette écologie qui est de l'écologisme, elle discrimine. Si tu veux, elle fait un tri dans la population. Donc, c'est ça le truc, quoi. C'est passionnant. Donc, si tu veux passer une autre image, si tu en as encore. C'est passionnant. Justement, alors, juste avant qu'on termine, on arrive vers la fin de l'émission, mais j'aime bien aussi ce livre qui est plus sur l'amour. Donc là, on sort de la société, mais on va revenir dessus. On va. Alors, très rapidement, là, attends, je vais montrer celle qui est après. Là, sur celle-ci, on voit « Je t'aime », cette parole plus mystérieuse qui soit, la seule digne d'être commentée pendant des siècles, c'est de Christian Robin. Bobin, qui est un grand écrivain français. Bobin, que j'aime beaucoup. Et en fait, ce livre, tu voulais terminer ou pas? Je voulais enchaîner, que tu nous dises aussi avec celle-ci. Voilà, je sais que celle-là, elle te plaisait. C'est dans le même livre où là, tu as une phrase de Jimi Hendrix qui dit « Lorsque le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix ». Donc il y a quand même quand tu parles d'amour, il y a un registre philosophique sociétal. Absolument. Alors, je vais refaire... marche arrière, mais vraiment une grosse marche arrière. C'est dans 1989 où 1984, pardon, où ma grille de lecture à moi, c'est un roman d'amour. Parce qu'en fait, le héros, qui est un héros négatif, qui est un dissident qui veut pas, on va dire, subir l'oppression du pouvoir, tombe amoureux d'une femme qui a un peu les mêmes désirs. Et dans ce roman, en fait, il y avait 4 ministères, dont le ministère de l'amour. Et le ministère de l'amour interdisait aux gens de faire l'amour plus d'une fois par an. Parce qu'ils considéraient que l'amour, c'était porteur de liberté. C'est-à-dire que dans le territoire de l'amour, tout pouvait se passer, c'est vachement dangereux, quoi. Donc, une fois par an, et pas plus. Et donc... si tu veux, ce livre sur l'amour, il a été fait juste après controverse, le livre sur le pass, la contestation du pass sanitaire. Et j'ai retrouvé en fait, sur certaines images, cette référence un petit peu à 1989. 84. Pourquoi je dis 89? T'es dingue, 1984. C'est la chute du mur, 89. Et là, oui, exactement. Et là, en fait, c'est dans une manif, il y a 2 amoureux qui, en fait, s'embrassaient. Et t'as une force de l'ordre, on va l'appeler ça maintenant. C'est plus un gardien de la paix, c'est la force de l'ordre, outillé comme pour rentrer en guerre contre je sais pas contre qui, mais vraiment hyper outillé avec un colt, un masque à gaz et tout. Et à côté, t'as cet acte d'amour, en fait, ce baiser volé, probablement. Et donc, ce contraste, moi, il m'intéressait, quoi. C'est une photo qui durait 2 secondes, que j'ai captée en 2 secondes, et ça symbolisait bien, si tu veux, ce que disait Jimi Hendrix. Oui. Incroyable.
C'est fou, quoi. Donc, la relation avec 1984 est complètement réelle dans cette photo, en fait. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on aille sur 2 photographies qui prennent en compte ce que vivent les jeunes, pas ce que vivent les jeunes, mais tu les mets au centre des enjeux de société. Ouais. Là, dans celle-ci, on voit jeunesse addicte et sous contrôle. Alors là, ils sont pas forcément addicts parce qu'ils sont dans la rue ensemble. Ils sont pas sur leur téléphone a priori. Donc Si, ils sont sur leur téléphone. On ne voit pas, mais ils sont sur leur téléphone. Oui, c'est vrai qu'on le voit pas. On le voit pas. Ouais. En fait, bon, c'était de nouveau pendant une des manifestations. Alors, c'est pas forcément des gilets jaunes, c'était contre de nouveau le pass sanitaire. Ouais. Et il y avait tout ce groupe de jeunes qui en fait semblaient extraits de l'ambiance. C'était presque. Ils n'étaient pas en manif, c'est juste la manif qui est passée devant. Non, du tout. Ils accompagnaient les parents en manif. Ouais. Parce que les manifs étaient assez familiales, quoi. Je me rappelle. Et en fait, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là par la coercition parentale. Exactement. Ouais. Et ils feuilletaient tous, ils regardaient sur leur smartphone. Et là, j'ai pris cette photo. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette photo. Je l'ai prise spontanément. Par contraste entre cette bande d'enfants et les familles, les femmes qui étaient juste à côté. Et la photo qui suit, en fait. Alors là, si tu veux, les enfants me semblaient tellement dans leur monde que cette photo que j'ai prise 2 ou 3 secondes après. Donc ça, vraiment. C'est la page d'après où il y a marqué « Où jeunesse éveillée et engagée ». Où jeunesse éveillée et engagée. Parce que ce jeune garçon, je crois qu'il devait avoir 13 ou 14 ans, peut-être un peu plus. Plus jeune, là, non oui, peut-être. On dirait pas 14, bon, après on voit mal. Quoi, mais 12 ans, allez. En fait, il s'était saisi d'un haut-parleur et il haranguait la foule, quoi. Et je me suis dit, mais quelle conscience déjà à cet âge. Parce qu'il disait des choses, mais vraiment très pertinentes, quoi. Au mégaphone, oui. Au mégaphone. Tu te souviens de quoi il parlait ? Mais il parlait, réveillez-vous, il faut continuer la lutte. Alors peut-être qu'il avait des parents un peu révolutionnaires qui répétaient peut-être les choses que ses parents lui disaient, mais ça me semblait pas être le cas. Et donc il portait en lui, si tu veux, déjà cette liberté d'expression qu'on doit tous avoir et qu'on doit tous porter déjà à cet âge-là. Et par contraste, par rapport à l'image précédente où tu as cette bande de gamins très sympathiques, mais très sur leur smartphone, me disait qu'il y avait un truc à faire. C'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, hélas, on peut se rendre compte que, évidemment, les enfants passent beaucoup de temps sur les écrans et que la crainte... Les adultes aussi. Oui, et les adultes également, bah oui. Hélas aussi, peut-être. Bon, toi comme moi, peut-être aussi. Mais les enfants, en fait, en bas âge, le problème, c'est qu'effectivement, plus ils passent de temps sur les écrans, et moins, si tu veux, ils apprennent un petit peu à réfléchir, à regarder le monde, à avoir... un esprit, on va dire, un peu critique, à lire des auteurs essentiels, ce qui est indispensable à tout âge. Et finalement, la peur, c'est ça, quoi. C'est que, comme les enfants sont porteurs d'avenir, c'est eux qui vont façonner le monde futur, qu'on soit sur des populations qui soient un peu anesthésiées par rapport à ce phénomène de désir-plaisir, parce qu'effectivement, en fait, c'est ça le truc. C'est que on assomme les gens à travers cet écran, on le voit tous les jours, de plaisir et de récompense, que finalement peut-être le cerveau est tellement habitué à ça qu'il va trouver fastidieux, terriblement fastidieux, d'essayer de refaire le monde et d'avoir de lever la tête et de se dire non, on va peut-être changer 2 ou 3 trucs parce que ce qui est là, ça part dans le mauvais sens, quoi. Bon. Alors toi, par exemple, excuse-moi, tu voulais finir sur un truc ? Non, j'ai une question pour terminer cet entretien, parce que justement, c'est génial qu'on puisse finir sur... On n'avait pas prévu, mais voilà, c'est la spontanéité du direct. La spontanéité des gens qui ne préparent pas. Il vaut mieux comme ça. Voilà. Là, justement, toi, si je peux me permettre, tu nous expliques que pendant une bonne partie de ta vie, tu faisais partie de cette anesthésie, finalement, où tu n'étais pas
tout le temps dans un monde de rébellion et de dissidence. On peut dire ça. Et donc, quel serait ton message pour les enfants ou les personnes qui peuvent atteindre la réflexion des enfants? Comment est-ce qu'on peut essayer demain de réveiller les personnes? Parce qu'il ne faut pas attendre là le pass sanitaire, parce que c'est un peu ça. Il y a des déclencheurs, Il y a des déclencheurs. Parce que moi, dans mon regard de l'histoire, je n'ai pas vu le pass sanitaire comme un révélateur. Mais comme tu l'as dit, il n'y a jamais eu une telle discrimination que c'est ça qui a fait que beaucoup se sont mis à se rebeller à ce moment-là et disent maintenant, il faut s'éveiller, etc. Mais il fallait aussi s'éveiller avant... On pouvait aussi s'éveiller avant le Covid. Donc, quel serait ton message sur ton regard maintenant sur la société à ces jeunes-là ? Comment on s'éveille sans qu'il y ait une telle catastrophe ? C'est une question difficile. C'est une question difficile. C'est une question de contexte. Bon, quand on a 9, 10, 12, 13 ans, il faut avoir des parents qui soient derrière. Franchement, moi, je suis un père de famille et j'ai fait de mon mieux pour que mes enfants puissent, en fait, acquérir cette liberté de penser. Mais c'est un travail au jour le jour que les parents doivent faire. Bon, c'est vrai que élever un enfant, c'est aussi lui donner la capacité de pouvoir entrer dans le monde avec des armes qui pourront faire en sorte qu'il puisse avoir une existence libre. Bon, difficile parfois à envisager, mais il faut que les enfants, à partir d'un certain âge, puissent être aidés par, alors soit les parents, soit le contexte, on va dire, éducatif, l'école, pour pouvoir en fait avoir cette capacité, on va dire, intellectuelle de pouvoir déconstruire. En fait, c'est la capacité de déconstruction des choses qui est importante. Après, si tu veux, c'est tout à chacun selon les expériences vécues. C'est difficile à répondre à cette question. Tout à fait. Je pense pas que autour de cette table, pour beaucoup de gens, on a du mal à savoir comment s'éveiller quand ce n'est pas la crise, parce que l'être humain attend souvent la crise. Oui, c'est vrai, parce que si tu veux, les crises ou les catastrophes, on va dire, humaines, elles amènent à des prises de conscience. Il faut parfois des détonateurs pour pouvoir se dire « Ah bah tiens, ce que je vivais, c'était peut-être pas forcément le bon truc, le bon choix, et peut-être qu'il faut faire des choses qu'il faut voir les choses un peu différemment. » Mais tant que tu es dans un process qui te va bien, avec lequel tu te sens bien, qui finalement te confirme dans un confort, on va dire, relatif, eh ben on se pose pas de questions. C'est ça. On ne se pose pas de questions. Il faut des trucs qui arrivent, des piqûres, pas des piqûres, mais le mot est mal fait, mais des petites banderies qui te percent la peau pour te réveiller un peu et pour te dire, attends, l'existence que je mène, finalement, elle est un peu conne, quoi. Non, mais essayons de voir, alors là, je parle comme un adulte, mais pour un enfant, c'est sûrement différent, mais il faut des petits chocs comme ça, des petits chocs qui puissent, on va dire, revitaliser un petit peu sa manière de voir un peu les choses. Mais moi, je te dis, pour avoir été parent, à 12 ou 13 ans, c'est quand même difficile d'avoir une autonomie de pensée. C'est une affaire de parents. Et ensuite, à partir de 16, 17, 18 ans, là, on acquiert plus une autonomie de pensée. Et là, on peut envisager, en fait, on va dire, une déconstruction du réel, de ce qu'on a appris. Parce qu'il faut toujours, à un moment donné, l'adolescence, c'est ça. L'adolescence, c'est la déconstruction du réel qu'on a vécu ou subi pendant son enfance. Parce que c'est normal, c'est sain. C'est tout dans l'éducation d'un enfant, il faut passer par ce stade-là. Après, on revoit un petit peu les choses. Mais bon, c'est la réponse que je peux t'apporter. Je ne sais pas si elle est valable. Passionnant en tout cas. Tout est valable aujourd'hui, puisque c'est les questions qu'il faudra qu'on se pose pour les prochains temps. Comment reconstruire un monde qui aujourd'hui effectivement est parfois inhumain. C'était passionnant de parler de ces ouvrages-là, vous avez pu en voir plusieurs. Il y en a encore d'autres, il y a même aussi des ouvrages pour enfants que tu fais. Ouais. Controverse, c'est un petit peu moins pour les enfants, quoique non, c'était ce qu'on disait là, ça peut inspirer d'autres aussi. Bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à les retrouver, tu as un site internet qui... Oui, alors tout est sur un site qui s'appelle Dix Éditions.
Dix Éditions. Dix Éditions, je suis mon propre éditeur, ce qui m'amène à avoir une liberté de production totale. Donc je suis libre. T'es autonome. De faire ce que je veux, voilà. d'éditer ce que je veux et de dire ce que je veux, dans la limite du raisonnable. Donc voilà, dixédition.com. Dixédition.com. Merci Didier Cocatrix d'avoir été avec nous quand même aujourd'hui. C'était vraiment passionnant de pouvoir reparler de ça, puis peut-être de refaire un entretien sur d'autres de tes œuvres. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo déjà et à vous abonner au magazine. Vous pouvez trouver les magazines Nexus en kiosque ou sur nexus.fr. Et n'oubliez pas, la soirée du 5 septembre, on prendra les 700 premiers internautes à s'inscrire. Il reste encore des places. Donc allez-y avec grand plaisir le 5 septembre pour les 25 ans de Nexus. Et il y aura un Café des Possibles d'ailleurs, un Café Nexus, le Café des Possibles, qui sera le 12 juillet de 15h à 19h. À bientôt. Merci Didier, à très vite. Merci Romain.